Ce soir, on clique sur le documentaire Johnny par Johnny et on en parle avec Philippe Labro et Yarol Poupeau. Merci beaucoup. Merci. Jean-Philippe Schmitt, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Silette qui incarne à elle seule le rock français et qu'on découvre ici sous un nouveau jour. Un artiste, ça n'a l'air de rien, mais c'est très seul. Moi je sais, j'ai des crises de cafard immenses des fois parce que je me sens seul, terriblement seul. Johnny par Johnny, c'est 5 épisodes basés sur des archives souvent tirées de l'oubli et en off, sa voix pour se raconter. Le seul moment où je suis peut-être sincère avec moi-même, c'est quand je suis sur scène. Et je me raconte un peu ma vie. On y voit Johnny Hallyday, celui qu'on connaît tous en bête de scène avec des shows insensés. Il y a 80 personnes qui sont en train d'hurler, là, il va falloir que j'y aille. Mais c'est aussi un portrait entier de la star dans ses bons côtés comme dans ses excès. Je me considère comme un chanteur de rock and roll. Purement et simplement, je vais sur scène pour faire un bon spectacle si je peux, si je suis en état ce jour-là. Sans narine dilatée, si possible. En près de 60 ans de carrière, Johnny Hallyday a tout donné à son public qui le lui a bien rendu. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Derrière toutes ces images de lui se dessine la frontière de la star entre légende et réalité. Mais moi, je m'en fous de la mort, j'ai pas peur de mourir. Ça me gêne pas. La seule chose pour laquelle ça me ferait peur, c'est pour les gens qui m'aiment. De quoi se rappeler que 5 ans après sa disparition, Johnny reste toujours un mythe. Est-ce que vous considérez comme un phénomène? Moi, pas du tout. 5 ans après la disparition de Johnny, on peut toujours dire que c'est un phénomène. Johnny est toujours actuel, ce qu'il a chanté est toujours d'actualité. Philippe Labro, vous étiez un proche de Johnny et un de ses paroliers. Vous avez été le premier auteur à écrire tout un album pour Johnny, l'album Flagrant Délit. Et votre histoire d'amitié a commencé dans une boîte de nuit, Battle de Santiago. Pardon. À l'époque, il y avait très peu de gens qui portaient des Santiago. On nous prenait pour des ploucs. Et donc, je suis dans une boîte de nuit rue Saint-Benoît. Casanova, il s'appelait le garçon qui dirigeait cette boîte. Et je vois ce garçon que je n'avais jamais vu de ma vie. Avec les bottes, il voit les miennes. Il me dit, d'où elles viennent les tiennes? Je lui dis, Santa Fe. Et toi? Mexico City. Donc vous étiez pote de bottes. Pote de bottes. Ça, pas mal. On en est resté là. Plus tard... Vous sortez un film. Je fais un film dont la musique est faite par Eddie Vartan, qui était son beau-frère à l'époque. Et je dis à Eddie, écoute, on va montrer le film, on fait une projection privée. Si ton beau-frère peut venir, il vient. Il vient, il voit le film, je sers des louches à la sortie, et puis je sors dans la rue des Dames Augustines, je m'en souviens encore, à Neuilly. Et là, il est là, debout contre un réverbère, et il m'attend. Il me dit, voilà, j'adore le cinéma, j'adore l'Amérique, est-ce qu'on peut parler? Et on est restés debout tous les deux devant ce réverbère pendant 50 minutes à parler d'Elia Kazan, James Dean, Marlon Brando, tous les films qui, à l'époque, le passionnaient, et le cinéma le passionnait. D'ailleurs, d'une certaine manière, même s'il est devenu le rocker que tu sais, je crois qu'il aurait aimé avoir une carrière cinématographique encore plus large et plus importante. Je tiens à dire que Johnny, c'était un cinéphile actuel. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. Oui. Il me parlait de films de Hong Kong extrêmement pointus. Il faut savoir qu'il a tourné avec Johnny To, qui est une des stars du cinéma de Hong Kong. Il l'a fait venir ici. Il avait une admiration pour les nouveaux cinéastes, pour John Woo, pour tous les gens comme ça. Et c'était les mêmes conversations. Moi, il me parlait de films qu'on appelait de sous-culture, mais qui sont en fait des films majeurs, de réalisateurs majeurs. Et lui, il était à la pointe du cinéma. Mais comme Johnny était également très aimé par les intellectuels, Pauline. Alors, c'est à double tranchant. Il y avait toute une partie de la population des intellectuels qui, au contraire, en faisait un individu plutôt très mésestimé, pas très intelligent, assez imbécile. Je pense notamment à Marguerite Duras, qui avait fait une interview catastrophique de lui en 1964, où vraiment elle le faisait passer pour un demeuré, pour ainsi dire. Mais ça, comme savait l'être Duras, parfois très méchante. Et il y avait aussi, évidemment, ceux qui l'adoraient. Et je pense en tête à Françoise Sagan, qui lui a même écrit des chansons, dont une qui s'appelle Quelques cris, qui était dans l'album 100%, produit ensuite par David Hallyday, qui l'avait arrangé, et qui a été un de ses plus grands succès commerciaux. Et je vous propose qu'on écoute Françoise Sagan parler de cette chanson. La difficulté avec Hallyday, c'est que moi, quelques fois j'ai fait des chansons, par conséquent, c'était sur des musiques qu'on m'avait données et que j'avais plus qu'à remplir, parce que faire des paroles de chansons comme ça, sans rien, c'est difficile, parce qu'un poème, c'est trop littéraire pour être une chanson.
Et entre-temps, pourquoi écrire si c'est pas un poème, je veux dire. C'est plus difficile quand on écrit. Il y en a une qui s'appelle Quelques cris, qui l'a beaucoup plu, je crois qu'il va chanter. C'est l'histoire des cris que peut jeter un homme au cours de sa vie, quand il naît, quand il découvre l'amour, quand il découvre le succès, quand il découvre la solitude. Philippe, je voulais savoir, est-ce que vous, il vous a déjà fait part de ce mépris? Est-ce que ça le blessait que certains intellectuels disent de lui qu'il était bête, en fait? Non, mais d'abord, moi, je sais, on le savait, que c'était un homme très intelligent. Il y a toute forme d'intelligence. La sienne ne repose pas forcément sur la culture, puisqu'il a quitté l'école très très tôt. Il m'a d'ailleurs raconté un jour comment son père l'enfermait dans un placard pour l'empêcher d'aller à l'école. Moi, j'ai tout su avec lui. On a eu une amitié formidable. Mais je pense qu'il en souffrait, mais il n'en parlait jamais. En revanche, moi, j'ai toujours dit à tout le monde, vous êtes des cons. Ouais. Le type est très intelligent. Ouais. Arrêtez. Et peu à peu, et vous le savez bien, vous venez de le dire, les intellectuels, comme on dit, les intelligents, comme disait Michel Piccoli, ont compris, en voyant son parcours et en lisant en particulier un très grand entretien qu'il a eu un jour pour Le Monde. Alors d'un seul coup, quand il est dans Le Monde, ça va, signé Daniel Rondeau. Et d'un seul coup, ah, quand même, ah oui. Et puis ils ont découvert non seulement son répertoire, mais sa puissance, son énergie, sa voix, son talent inouï. Et d'un seul coup, dans les années 70 à peu près, 70-80, Johnny Hallyday est devenu l'idole de tout le monde. Pas seulement du grand public, ceux qui l'aimaient, parce que pour lui, la seule chose qui comptait, on l'a vu dans les images, c'était le plus grand public, mais aussi de ce qu'on peut appeler bêtement l'élite. Yarol, quand on se retrouve dans le tourbillon Johnny Hallyday, comment on arrive là-dedans, comment on survit? Comment est-ce qu'on résiste? Parce que finalement, tu es resté très longtemps avec lui. Qu'est-ce qu'on vit que tu n'aurais jamais imaginé vivre dans la musique? Alors, je suis pas resté si longtemps que ça avec lui, en fait. 6 ans. Ça a duré 6 ans, ouais. Mais c'est avec le nombre, je pense au nombre de concerts qu'on a fait, le nombre de trucs qu'on a vécu, j'ai l'impression que ça a duré 15 ans. Donc, franchement, moi, ce que j'ai vécu grâce à lui sur scène, c'était hallucinant. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a donné envie de faire de la musique quand j'étais enfant, c'est Elvis Presley, c'est Chuck Berry, c'est Jimi Hendrix, c'est Led Zeppelin. Et grâce à lui, je me suis retrouvé à jouer des chansons de Jimi Hendrix, de Chuck Berry, dans des stades. Ça n'existe pas. Non. Il y a quoi? Il y a les Stones, peut-être, qui font encore du Chuck Berry dans des stades. Enfin, c'est-à-dire que moi, tout d'un coup... Rappelons que Jimi Hendrix a fait la première partie de Johnny. Voilà, exactement. Ben oui, grave. Ouais. À l'Olympia, puis même toute une tournée en France... au tout début de la carrière de Jimi Hendrix. Donc franchement, jouer des chansons comme Hey Joe, ou enfin des standards, rêve, des adaptations en français en plus qui sont toujours très malines, réussir grâce à lui à jouer ça devant 80 000 personnes au Stade de France ou dans d'autres stades, moi j'étais là, mais je me réveillais, je me pinçais, quoi. J'étais là genre, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce truc que j'ai appris à jouer avec la guitare quand j'avais 12 ans, tu vois, par exemple, une chanson qui s'appelle Au Carole, tu vois, que c'est le premier riff de guitare que j'ai appris à jouer. Je me retrouvais à jouer ça dans la salle, j'étais là, mais ça va pas, il y a un truc, il y a un bug. Donc moi, effectivement, il y a eu un bug. Il y a eu un truc grâce à lui que j'ai vécu, que c'était là. En tout cas, Johnny Hallyday, c'est un bug dans la matrice qui a marqué et qui marquera l'histoire de France, et c'est une légende, Agnès. Tout à fait. C'est une légende. Très bon magazine d'Éric Fotorino. Je vous le montre. On a eu un hors-série avec Elisabeth II, on a eu Bardot, Zidane, et là, donc, évidemment, il est consacré à Johnny. On y retrouve les mots de Sagan, on y retrouve les mots de Duras. Je crois que c'est le Poirot, la Ferrari et l'autobus. La Ferrari, le nom de l'interview. Le nom de l'interview auquel je faisais référence. On y trouve les mots de Yarol, également, qui nous explique que Johnny a passé toute sa vie sur scène. C'est 70% de photos, toujours des sociologues, des écrivains, des historiens, des photos absolument magnifiques. C'est vraiment 20 €. Écoutez, c'est le numéro 10. Je vous le conseille vraiment parce que je vous l'offre. Tenez. Je l'ai. Ah, vous l'avez déjà? Bon, je le garde alors. Moi, je vous propose qu'on se fasse un kiff parce que Johnny, c'était avant tout de la musique. Il vivait pour la musique. Ouais. Vraiment, c'est quelqu'un. Moi, j'ai eu la chance de passer quelques moments avec lui. D'ailleurs, j'embrasse Laetitia. Et parler de musique, tout le temps curieux, tout le temps au fait. Donc là, je vais vous demander à tous votre chanson préférée de Johnny Hallyday. On commence avec toi, Agnès. Ah, alors, écoutez, comme je savais que Philippe Labro était là, j'ai fait une référence Marité et Gilbert Carpentier. C'est pas que Johnny, c'est Sylvie et Johnny.
J'ai un problème. Allez, on écoute ça. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Philippe Labro et Yacine Bellous, vous avez fait le même choix. Ah et ouais. Très content. Et c'est Diego. Regardez. Libre dans sa tête. Oui, parce que Diego... Oh là là, il a... Incroyable. Magnifique. La très très belle. J'ai hésité. Oui, qui chante et qui rit. Je pense à lui. Je vais passer que les mixer en fait. Oh, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Et pour toi, Pauline, tu as choisi l'envie. Ah ben la légende. Oh là là. Allez, regardez-moi ça. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir aussi. Comme donne l'envie. Freddy, qu'est-ce que tu as choisi? J'ai répondu tard à la production qui m'a demandé quelle musique je pouvais choisir. Je me suis dit tout le monde a choisi. Et donc Et je regrette. Voilà, non, mais clairement. Est-ce qu'on peut l'entendre? Ouais, on peut l'entendre. J'y pense depuis tout à l'heure. Très honnêtement, ça parle tellement sérieusement depuis l'heure, je me dis, mais faut pas qu'il le mette. Ne mettez pas ça. J'y pense depuis 10 minutes en me disant, faut pas qu'il le mette. Alors moi, je vais vous donner ma chanson préférée de Johnny et c'est ça. L'aventure, c'est l'aventure. Ça, il faut absolument que tu regardes ce film. Il faut absolument que tu regardes ce film. C'est pour moi le meilleur film de Claude Lelouch, la musique de Johnny. Aldo Macione, incroyable, Jacques Brel, enfin voilà. C'est un de mes films français préférés. C'est les films français préférés. Lino Ventura. Lino Ventura, évidemment. Charles Denner. Ouais. Ah, c'est un casting. Vous savez la fin, la démarche ou pas? Bah. Voilà. Aldo Macione. C'est comme ça. Et un bonus, je me fais un kiff, je présente cette émission, j'ai le droit. Le morceau Deux chansons. Pardon, écrit par vous, Philippe Labro, sur l'album 100% produit par David Hallyday. Juste un petit extrait. C'est un des plus beaux morceaux de Johnny Hallyday, vous le dites, un des textes qui a été le plus dur à écrire. Oui. Et en tout cas, on en a parlé ce soir dans Click. Cette émission s'appelle Click et on vous laisse à chaque fois avec des recommandations. On parle d'Amérique aujourd'hui dans le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer. Et aujourd'hui, on clique sur Atlanta, la série créée par le génial Donald Glover. Le créateur et interprète du personnage Dern dans Atlanta a pris son temps et revient pour nous offrir la suite et fin des aventures du rappeur Paperboy. Un bijou télévisuel à cliquer sans modération. Hey, I'm here to see D'Angelo. What you did up there was very impressive. So how do you do that? Do what? You know. On continue avec Atlanta et sa musique puisqu'on clique sur l'album Heroes and Villains de Metro Boomin. Le producteur préféré des rappeurs d'Atlanta accueille les plus grands sur son album avec des sons plus sombres que jamais. Il n'est pas né à Atlanta, mais c'est le plus américain des chanteurs français. On termine avec le légendaire Johnny Hallyday et une chanson de son album Vie. Un soir j'ai vu une fille qui avait des cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain.